Si nous devions tirer un bilan de cette semaine politique en France, nous pourrions dire en quelques mots tout ça pour ça, comme un sentiment d'un retour une semaine, voire un mois en arrière, puisqu'il aura donc fallu attendre hier soir 21h59 pour que le président de la République nomme à nouveau Sébastien Lecornu Premier ministre. Celui-là même qui avait démissionné, souvenez-vous, c'était lundi, celui-là même qui avait dit ne pas souhaiter être renommé à Matignon. Le moine soldat, comme il s'est qualifié lui-même, a donc accepté par devoir, dit-il, de former un nouveau gouvernement en toute vitesse, de présenter lundi après-midi un budget, et tout cela sous les critiques des oppositions déjà prêtes à le censurer. Seuls les LR devraient lui apporter son soutien. Ils se décideront dans la matinée. Le Parti socialiste, lui, a tout conditionné à une suspension de la réforme des retraites. Et maintenant, que vont-ils faire? Quel est l'avenir de ce gouvernement Lecornu 2? On va essayer d'en discuter ce matin avec nos invités. J'accueille à distance Bastien François. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. À mes côtés en studio, Marianne Cohandé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit à la Sorbonne. On va questionner tout à l'heure la crise. Est-ce qu'on parle d'une crise politique? Est-ce qu'on parle d'une crise de régime? Quelles sont les causes et comment on peut faire évoluer peut-être la Ve République sur le long terme? Est-ce qu'il faut le faire d'abord aussi? Mais revenons peut-être sur cette semaine politique. Bastien François, comment qualifier ce choix? Pourquoi cette annonce tardive pour finalement renommer quelqu'un qui ne voulait plus être nommé, qui a démissionné lundi, c'est-à-dire Sébastien Lecornu? Effectivement, la situation peut nous sembler stupéfiante, mais à vrai dire, on est un peu habitué à ce vaudeville un peu pathétique hein, qu'on connaît depuis 1 an et demi, mais qui s'est vraiment accéléré ces dernières semaines. Et cette dernière semaine en particulier, on a même vu des soutiens du président de la République appeler à sa démission. Donc on est vraiment dans une situation très très particulière qui est quand même très largement liée au déni du président de la République, de son déni par rapport à sa défaite de 2024. Il faut rappeler quand même que le camp macroniste a perdu 100 députés. Et donc à son déni de majorité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité, le président de la République, et jusqu'à présent, il n'en tire pas vraiment les conséquences, en renommant M. Lecornu, qui est finalement le symbole du cœur du camp macroniste, en réalité, il montre qu'il n'a toujours pas compris la situation et la nature des équilibres politiques aujourd'hui. Marianne Cohandé, Sébastien Lecornu, c'est un choix qui n'en est pas un en quelque sorte? Oui, c'est un choix pour le moins d'une maladresse politique assez sidérante, parce que le président de la République souffre d'un discrédit énorme dans l'opinion. On le voit avec ses appels à démission de toutes parts et très soutenu par l'opinion. Et il nomme son alter ego, il nomme son ombre à Matignon. Ça ne peut que générer des situations, enfin des sentiments de rejet. Et donc effectivement, il y a un problème de surdité par rapport à l'opinion et aussi un problème d'incompréhension par rapport à sa fonction. En effet, selon le texte de la Constitution, le président n'est pas celui qui dirige la politique, c'est, article 5 de la Constitution, un arbitre et un garant, et c'est seulement quand il bénéficie d'une majorité absolue qui lui est favorable qu'il peut se permettre de diriger la politique nationale. Alors dans certains cas, il l'a fait quand même avec une majorité relative. C'était le cas de Gaulle au tout début de la 5e, 58-62. Ça a été le cas aussi entre 88 et 93, mais tout de même la majorité était plus importante. Et là, effectivement, M. Macron aurait dû entendre qu'il avait subi une défaite en 2024 et prendre du recul par rapport au gouvernement. Chose qu'il n'a manifestement pas faite, puisqu'il persiste à nommer quelqu'un qui lui ressemble trop. On va reparler de Sébastien Lecornu dans quelques instants, mais puisque vous parlez tous les deux d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est dans son rôle hier, quand il reçoit les partis politiques pour mener pendant 2h20 des négociations, des discussions à l'abri des téléphones, puisque les téléphones ont été laissés sur le côté, en invitant les chefs de parti qui n'appellent pas à la dissolution. Et voilà, est-ce qu'il est dans son rôle? D'abord vous, Marianne Cohandé, et ensuite je poserai la même question à Bastien François.
Alors, première chose, tout le monde a été stupéfait de le voir faire ça. Et la première question, c'est on dit: «Bon, on n'est pas habitué à ça, c'est pas du tout son rôle». Il me semble qu'au contraire, si, ça devrait être son rôle, que dans un régime parlementaire, le président de la République doit nommer comme Premier ministre le leader de la majorité. Si on n'a pas, il faut que se constitue une majorité. Donc le fait de dire aux chefs de parti: «Réunissez-vous et trouvez un accord entre vous», c'est parfaitement son rôle. Là où c'est moins son rôle, c'est qu'il veut tout diriger, tout contrôler. Et là, c'est embêtant. Le fait qu'il y ait cette réunion et qu'il la provoque, qu'il la demande, c'est très bien. Le fait qu'il veuille être trop directif, ça montre qu'une fois encore, il ne sait pas prendre le recul qu'il aurait dû prendre. Bastien François? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marianne Cohen-Day. Bon, c'est quand même très tardif. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire dans l'urgence, en convoquant les dirigeants de parti en pleine nuit, quelque chose qu'il aurait dû construire en réalité pendant la période des JO. Bon. Donc c'était il y a quand même plus d'un an. Bon. Et en réalité, pour ce qu'on sait de cette réunion, il n'y a pas eu vraiment de négociation. Il n'y a pas eu vraiment, il n'a pas, disons qu'il n'a pas proposé une page blanche sur laquelle on aurait pu faire, on aurait pu écrire éventuellement les grandes lignes d'un compromis. Il a tout de suite indiqué que, à ses yeux, il y avait une majorité, enfin en tout cas une majorité relative, qui était le socle commun, lequel socle commun, soit dit en passant, avait explosé les 2 ou 3 jours précédents. Bon. Donc en réalité, il a persisté dans son déni de la situation. Hein. Donc oui, effectivement, un président de la République dans cette situation devrait être celui qui facilite, qui initie, qui impulse une dynamique à la construction d'un compromis entre les groupes parlementaires, en réalité, pour qu'ils essayent de trouver une voie pour un gouvernement viable. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'a fait le président. Alors, vous l'avez dit, pas de page blanche durant cette discussion. En revanche, dans l'urgence et aussi avec cette idée de nommer le Premier ministre un vendredi soir à 21h59 et ça c'est voilà, il y a quelque chose aussi de j'allais dire de la mise en scène, mais je j'ose pas dire ce terme, mais de effectivement de cette façon de faire. Pas de page blanche, mais une carte blanche. Carte blanche donnée à Sébastien Lecornu, ce qui signifie peut-être d'ailleurs qu'il ne l'avait pas pour la formation du premier gouvernement, Marianne Cohen-Day? Alors c'est possible effectivement, c'est que, le président dit: «Bah, remet toute l'affaire dans les mains du Premier ministre». Heu, Affaire tellement délicate que c'est pas vraiment un cadeau qu'il lui fait et carte blanche, mais ça va être très, très compliqué comme mission puisqu'on a quand même d'un côté, le PS qui dit: «De toute façon, tant qu'il y a pas de suspension de la réforme des retraites, on peut pas soutenir» et de l'autre côté, monsieur Retailleau qui dit: «Il n'est pas question qu'il y ait une suspension de la réforme des retraites». Donc c'est un peu l'équation impossible quand même. Oui, ça pose la question de qui va rentrer dans ce gouvernement. Pour justifier sa démission lundi dernier, Sébastien Lecornu disait: Bastien François, les conditions ne sont pas remplies pour rester Premier ministre. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ben, à vrai dire, rien. Donc, à vrai dire, rien, sauf que l'urgence est encore plus grande. C'est-à-dire que là, si on veut un budget effectivement pour la France qui soit un vrai budget discuté par le Parlement et pas simplement une loi spéciale ou des ordonnances, bon, il faut s'y mettre tout de suite. Bon. Et, euh, et là, en réalité, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de ligne. C'est-à-dire que la carte blanche donnée au Premier ministre, en réalité, on voit mal. Alors, on va peut-être voir quelque chose d'ici mardi prochain, enfin lundi ou mardi prochain, mais les délais sont courts. Peut-être Monsieur Lecornu dans ses mains une sorte de joker, quelque chose qui pourrait atténuer la colère d'un côté des LR et de l'autre côté une colère encore plus grande de la gauche. Bon. Il va faire un discours de politique générale. C'est là qu'on verra s'il est capable de sortir quelque chose de son chapeau. Mais franchement, on voit pas vraiment ce qui pourrait sortir. Il a quand même négocié pendant 3 semaines. Il a essayé de négocier pendant 3 semaines les fondements d'un compromis, c'est-à-dire du non de censure
d'une partie de l'Assemblée nationale. Bon, pour le moment, il n'y est pas. Hein. Alors, il faudra voir effectivement quelle sera la composition de son gouvernement et quelle sera la nature de son discours de politique générale. Mais pour le moment, on est dans un jour sans fin. C'est-à-dire que on ne voit pas ce qui pourrait changer d'ici le début de la semaine. Alors justement, quel est l'équilibre des forces politiques? Sur qui peut s'appuyer Sébastien Lecornu pour tenter de mettre en place un gouvernement et une majorité ou un semblant de majorité à l'Assemblée nationale? On a dit implosion du socle commun. Le socle commun, c'était le camp présidentiel adossé aux Républicains. Implosion depuis évidemment la dernière nomination du gouvernement Lecornu 1, si je puis dire. Fracture aussi au sein des macronistes. Vous l'avez dit, Bastien François, appel à démission d'Édouard Philippe, incompréhension exprimée très clairement du président, du patron de Renaissance, Gabriel Attal. Et dans tout ça, le Parti socialiste qui pourrait non pas s'accorder avec la majorité, mais en tout cas discuter tout en se disant, attention, on n'a pas signé, on n'a rien signé avec Sébastien Lecornu sur une non-censure. Ça paraît un peu difficile, Marie-Anne Cohendet, de construire quelque chose dans ces conditions-là. Oui, c'est un contexte extrêmement difficile, d'autant qu'à tout ce que vous avez évoqué, il faut rajouter un monsieur Mélenchon qui a réaffirmé dans sa conférence de presse hier que c'est son programme, rien que son programme, tout son programme, comme s'il avait une majorité absolue. Et bon, il espère l'avoir à l'issue d'autres élections, donc il fait tout pour semer le désordre, pour parvenir à ces élections. Et un Rassemblement national qui, depuis des années, se prétend le garant de la stabilité alors qu'il fait tout pour semer l'instabilité. C'est bien lui, on l'oublie trop souvent, qui avait exigé la dissolution avant que M. Macron n'y recourt. Hein. Tout le monde accuse M. Macron. C'est vrai que c'est lui le responsable, mais tout de même, c'était le RN qui l'avait réclamé. Là, il réclame à nouveau à corps et à cri. Bon, on va peut-être pas obliger 30 millions de Français à voter chaque fois que tel ou tel parti politique, quel qu'il soit, pense qu'il a gagné quelques sièges. Parce que le problème aussi d'une dissolution, parce que là, on va voir ce que ça va donner après, si ce gouvernement arrive à tenir ou pas, mais c'est que rien ne garantit que ça va générer un rééquilibrage des forces politiques tel qu'on arrivera à avoir des alliances de gouvernement solides. Et ce que tout ça révèle fondamentalement, c'est aussi l'incapacité de notre classe politique à négocier, ce qui est assez stupéfiant par rapport à tous nos voisins européens. Alors, tous ont leur part de responsabilité, le président de la République le premier, mais pas tout seul. C'est-à-dire que les partis, dès le départ, ont dit Monsieur Mélenchon le premier, c'est mon programme, notre programme, rien que notre programme, tout notre programme. Le RN qui tout de suite a dit il n'est pas question qu'il y ait un gouvernement de gauche, on censurerait immédiatement. Les LR aussi. Donc tous, autant qu'ils sont, se sont arc-boutés sur ces usages un peu archaïques de cette 5e République, où chacun veut avoir tout le pouvoir, partir à fond dans son sens, pour qu'ensuite il y ait une alternance à quelqu'un qui cassera tout et partira dans un autre sens. Et là, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, ce qui est très révélateur aussi, c'est que quand il y a eu ces négociations hier, beaucoup de gens regardaient ça d'un mauvais œil, comme si c'était nul d'aller négocier. Alors que c'est la gloire de la démocratie, de savoir discuter, de savoir faire des compromis, écouter le point de vue de l'autre pour arriver à une solution qui satisfasse le plus grand nombre. C'est la fonction essentiel d'un parlement. Kelsen disait, le parlement, ça doit parlementer, ça sert à parlementer. Or, l'image qu'on a sous la 5e actuellement du fait de parlementer, eh bien, c'est une image très négative. Ça, c'est quand même très inquiétant aussi. C'est cette petite musique compromis, compromission en permanence. On mélange ces deux termes en permanence. Exactement. Alors qu'un compromis, c'est au contraire quelque chose d'assez admirable, de savoir mettre de l'eau dans son vin pour prendre en compte le point de vue de l'autre. Et ici, dans l'image qu'on en a, on est tellement habitué à avoir une majorité absolue au garde à vous devant son chef qu'on ne peut pas tolérer de prendre en compte les idées des autres, ce qui n'est pas glorieux.
J'en reviens, Bastien François, à la stratégie de Sébastien Lecornu, d'ailleurs, pour éviter d'appeler dans son gouvernement des personnalités qui pourraient être arc-boutées, comme dit Marianne Cohandet. Il décide d'écarter les personnalités qui ont des ambitions pour 2027. Il parle de renouvellement aussi pour son prochain gouvernement. Ça veut dire que certains des noms qui étaient déjà au gouvernement vont être clairement rayés, selon vous ? Non mais, Monsieur Lecornu, il a raison sur un point, c'est-à-dire que la perspective de la présidentielle, c'est quand même un facteur extrêmement bloquant dans la situation que nous vivons, et c'est un facteur qui aggrave, hein, cette culture politique de la Ve République, qui est cette culture de l'absence de négociation, de l'absence de compromis, etc. Bon, puisque, grosso modo, faire des compromis aujourd'hui, ça serait, dans l'esprit de ces présidentiables, abîmer, hein, leur situation à venir dans la perspective de la présidentielle. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Marianne Cohandet. Je suis d'accord avec elle, mais je ferai une petite nuance, enfin une nuance d'ailleurs d'importance. C'est-à-dire que je ne crois pas que ça soit simplement une faute de la classe politique. Je pense qu'il y a aussi un facteur très aggravant, c'est notre mode de scrutin aux élections législatives. Parce que le mode de scrutin majoritaire que nous connaissons, il n'est pas vraiment compatible avec une tripolarisation de la vie politique. Et surtout, c'est un mode de scrutin qui verrouille les alliances préélectorales. C'est-à-dire qu'à la différence d'un mode de scrutin proportionnel, où chacun va défendre son programme, et puis à la fin, on voit le résultat, et c'est là que peut commencer une négociation. C'est le mode de scrutin qu'il y a dans tous les autres pays de l'Union européenne. Bon, nous avons un mode de scrutin qui non seulement déforme énormément le résultat, déforme la représentation politique. Hein, grosso modo, si vous avez 32, 33, 35% au premier tour des élections, vous êtes pratiquement assuré d'avoir une majorité absolue. Bon. Mais c'est un mode de scrutin qui est fondé sur des alliances ou des accords préélectoraux. Et lorsque l'élection est terminée, eh bien, en réalité, tout le monde est prisonnier de ces accords. Bon. Et donc, c'est très difficile avec ce mode de scrutin, on le sait depuis très longtemps, c'est très difficile de construire après, une fois l'Assemblée élue, des coalitions, des compromis, des gouvernements sur un programme qui ne serait pas le programme de chacune des forces, mais une tentative de synthèse. Déployons Donc, cette idée. oui. Revenons peut-être sur l'exemple des législatives de 2024. S'il n'y a pas le nouveau Front populaire, le NFP, avant l'élection, eh bien, il n'y a pas ce résultat de la gauche. Et en même temps, aujourd'hui, on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que cette gauche est désunie. Marianne Cohandet. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Bastien François sur le mode de scrutin. Tous les autres pays de l'UE ont un scrutin mixte ou proportionnel. La France est la seule à avoir un scrutin majoritaire, et ça a l'avantage, effectivement, quand on a une bipolarisation, de dégager une majorité claire, et donc les citoyens ont l'impression de bien choisir leur politique et qu'elle soit plus ou moins respectée. Alors qu'avec un scrutin proportionnel, la situation semble plus complexe. Je rajouterais que, et là les cartes le montrent de manière éclatante, quand on a un scrutin proportionnel, le taux de participation aux législatives est beaucoup plus élevé. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais avec la proportionnelle, il va y avoir des compromis, les gens ont l'impression de ne pas avoir d'influence sur la vie politique. C'est faux. On voit que dans tous les pays qui ont la proportionnelle, au contraire, le taux de participation en principe est beaucoup plus fort. Et les gens se disent, bon, même si mes élus n'ont pas la majorité absolue, au moins une partie de leur programme sera appliquée, alors que sinon on est dans le tout ou rien. Allez-y rapidement. Quand même, il y a un point très important, c'est que dans les pays où il y a la proportionnelle, le président, même s'il est élu au suffrage universel direct, c'est pas lui qui choisit le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est celui qui a réussi à construire
un compromis au sortir des élections législatives. Donc le président de la République ne sort pas de son chapeau quelqu'un sans aucune, je dirais, sans aucune surface euh, politique autre que sa loyauté au président de la République, ce qui est le cas de Monsieur Lecornu. Bon, il est obligé, ce président de la République, de tenir compte des équilibres politiques et des accords qui sont négociés au Parlement. Et ce sera le thème de notre discussion dans quelques minutes, juste après le journal. On va parler de ce changement de culture politique. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour commenter donc cette nouvelle nomination. Sébastien Lecornu, à nouveau nommé Premier ministre et qui doit, dans les prochains jours, nommer son prochain gouvernement. On en parle dans le journal dans quelques instants. Nous sommes toujours avec Bastien François, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 et Marianne Cohandet, constitutionnaliste et professeur de droit à la Sorbonne. Je vous fais réagir à la chronique de Matteo Caranta. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un canard boiteux ? Là, j'ai découvert, je ne savais pas qu'on employait cette expression aux États-Unis pour décrire cette fin de mandat. Et effectivement, on entend beaucoup partout, mais il est complètement discrédité, il est très bas dans les sondages. L'avantage d'avoir un petit peu d'âge, maintenant un peu d'expérience, c'est de relativiser les choses. Et qu'effectivement, on se souvient de l'impopularité incroyable de De Gaulle, qui a été quand même fichu à la porte par les Français, mais aussi de pratiquement tous ses successeurs en fin de mandat. Fin de mandat quand il y en avait un, mais encore plus quand il y en avait deux. Donc là, il y a le phénomène fin de mandat, fin de règne, ambiance de fin de règne, qui fait qu'effectivement, le président est beaucoup moins influent, a beaucoup moins de pouvoir, mais justement peut avoir des audaces qu'il n'aurait pas autrement, et aussi cette volonté de marquer sa place sur la scène internationale que M. Macron a eu dès le départ. Moi, j'avais été très choquée, je dois dire, de le voir remonter les Champs-Élysées dans un char juste après son élection. En disant, mais qu'est-ce que ça fait dans une république ? Mais c'est que dès le départ, son manque d'expérience politique, de légitimité politique classique, a fait qu'il se légitimait par sa position dans ce qu'on appelle le domaine réservé, qui, du point de vue du droit constitutionnel, est très contestable. Bastien François, est-ce que Emmanuel Macron est un canard boiteux ? Et puisque Marianne Cohandet parle de fin de règne, est-ce que cette fin de règne n'arrive pas un peu tôt ? Puisque si je vous suis bien, depuis 2024 et la dissolution, on est déjà dans une sorte d'impasse. Oui, alors ici il y a deux dimensions. Hein. La première, c'est que l'hyper-président de la Ve République, il n'est hyper-président que grâce aux faits majoritaires. En réalité, si vous prenez le texte de la Constitution, il est très clair. Le président de la République, et Marianne Cohendet le rappelait tout à l'heure, c'est pas lui qui gouverne. Hein. L'article 20 de la Constitution dit de façon presque lapidaire, mais très claire, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est pas le président. Bon. Donc, le président gouvernant, en réalité, c'est le résultat d'une pratique de toute une série de micros-ajustements dans le fonctionnement de l'État qui sont liés au fait que de 1962 à 2022, nous avons eu presque tout le temps un fait majoritaire, que ce fait majoritaire profite au président de la République ou profite à un Premier ministre de cohabitation. Donc oui, là, la situation que nous vivons, elle est liée au fait que le président de la République n'a plus de majorité. Mais deuxième dimension du canard boiteux, ce canard boiteux, il conserve ses pouvoirs. Et le président de la République a un certain nombre de pouvoirs qui étaient pensés à l'origine comme des pouvoirs d'arbitrage, notamment la dissolution, la nomination du Premier ministre. Bon. Et donc on voit bien que là, il en use très largement, et contribuant d'ailleurs au blocage de la situation. C'est-à-dire qu'il continue à choisir son Premier ministre, il continue à agiter la menace de la dissolution. Donc on voit bien que ce président qui est incroyablement affaibli garde quand même en raison de son rôle institutionnel, une capacité d'action ou d'inaction, d'ailleurs, de verrouillage de la vie politique. Est-ce qu'il devient du coup, Bastien François, la cible de toutes les attaques ? Parce qu'aujourd'hui, il est effectivement en première ligne. Il ne peut même plus se cacher derrière son Premier ministre. Alors, pour le moment, il se cache. Oui, c'est-à-dire que on n'a pas entendu parler, il y a des communiqués de l'Élysée, il ne dit rien. Il a même expliqué hier, devant ce petit conclave de représentants de partis,
que finalement, c'était pas lui qui décidait, donc il avait rien à proposer parce qu'il gouvernait pas, ce qui est quand même d'une immense hypocrisie. Hein, ce monsieur qui nous expliquait qu'il gouvernait jusqu'à il y a pas très longtemps, et là, tout d'un coup, qui se retire sur son aventin de président arbitre. Bon, en réalité, ce président, il est tellement démonétisé que, en fait, alors qu'il a été pensé pendant très très longtemps, pendant des décennies, comme celui qui donnait la dynamique au système politique, en réalité, il est devenu celui qui le bloque. Ce qui veut dire, est-ce qu'il doit prendre la parole d'ailleurs, selon vous, Marianne Cohandet? Alors, quand c'est lui qui intervient pour nommer ou prendre une direction, c'est bien qu'il prenne la parole pour qu'on comprenne pourquoi il agit, ce qui est loin d'être évident depuis quelques années. Mais normalement, dans un régime parlementaire, il doit y avoir un recul du chef de l'État. Et ça, on le voit très bien dans toute l'histoire politique anglaise. Elle s'est forgée avec le point stable qui est le roi, et qui aujourd'hui est représenté par le président de la République dans toutes les républiques, c'est-à-dire c'est le point fixe qui incarne la nation, sa continuité, sa stabilité, et puis le point mobile qui est le Premier ministre, qui alterne régulièrement au pouvoir. Alors notons que cette alternance est ancienne, elle remonte à la Constitution de 1720 en Suède, où on avait déjà une alternance régulière entre le parti des bonnets et celui des chapeaux. Donc on a normalement ce chef d'État qui a été pensé par Benjamin Constant, et on retrouve beaucoup ça dans notre Constitution à l'article 5, comme le point fixe, le point stable. Or, aujourd'hui, eh bien, le président de la République, parce qu'il s'est trop exposé, se retrouve dans une situation où c'est plutôt lui qui est le point qui favorise l'instabilité. Parce qu'on est, nous, dans un régime semi-présidentiel, entre les deux, entre le régime parlementaire et le régime présidentiel, et que on a été habitué dans la Ve République à ce que quand le président n'avait plus de majorité, il y ait une cohabitation. Voilà, alors l'appellation régime semi-présidentiel, moi j'aime pas trop, parce que ça donne l'impression qu'on n'est pas vraiment en régime parlementaire. Alors qu'en réalité, si vous voulez, on peut parler de régime semi-présidentiel, mais il faut bien avoir conscience du fait que c'est une sous-catégorie du régime parlementaire. Car fondamentalement, ce qui est très important pour classer les régimes, c'est l'équilibre légitimité, responsabilité, pouvoir. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a séparation des pouvoirs et responsabilité du gouvernement devant le Parlement, on est en régime parlementaire. Après, parmi les régimes parlementaires, il y en a la moitié en Europe qui élisent directement le président. On peut appeler ça régime parlementaire biélectif, peu importe. Mais en toute hypothèse, le président doit rester, lui, celui qui est le point fixe et non pas celui qui dirige la politique nationale, comme on le voit dans notre texte constitutionnel. Et ce qui est un peu stupéfiant aussi dans la crise qu'on voit actuellement, c'est de voir que beaucoup se disent si on change le président de la République, tout va changer, tout va bien aller. C'est pas vrai. Ce qui est important, c'est le Parlement. Si demain on change de président de la République, mais qu'on a toujours un Parlement aussi divisé, il faudra bien que notre classe politique apprenne à faire des compromis. Est-ce que c'est la stratégie que veut adopter Sébastien Lecornu, Bastien François, quand il dit tout se décidera, en tout cas notamment la réforme des retraites et tous les sujets qui ont été abordés, tout se décidera au Parlement? Est-ce que c'est ce qu'il veut faire, essayer de redonner sa capacité au Parlement de prendre le pouvoir, d'exercer son pouvoir et peut-être même de contraindre le président de la République? En fait, je ne crois pas. C'est-à-dire que M. Lecornu défend une conception, j'allais dire, classique de la Ve République. C'est-à-dire qu'il pense, comme la plupart des dirigeants, que tout se dénouera lors de la prochaine élection présidentielle, ce qui est, à mon avis, un peu naïf. Non, M. Lecornu n'a pas le choix. En réalité, M. Lecornu n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité d'imposer quoi que ce soit. Et même lorsqu'il dit qu'il n'utilisera pas l'article 49.3, c'est pas par grandeur d'âme ou esprit parlementariste. C'est tout simplement que le 49.3, c'est devenu un chiffon rouge. Enfin, je veux dire, si vous sortez le 49.3, vous avez la réponse immédiatement. Vous avez la censure Avant immédiate. le vote, oui. Exactement. Donc, je veux dire que là, le Premier ministre, il n'a plus le choix. Pour durer, il lui reste qu'à espérer
que les parlementaires réussiront à trouver entre eux un compromis. Bon, en réalité, il fait avec la situation politique, comme ferait d'ailleurs n'importe quel Premier ministre. Bon, c'est-à-dire que le 49.3, on ne peut plus l'utiliser dans la situation actuelle et on est obligé de se remettre au Parlement, à supposer que le Parlement réussisse à faire ce compromis, ce qui me semble, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, assez difficile compte tenu du mode de scrutin pour l'élection des parlementaires. Donc la dissolution ne changerait rien aussi selon vous. Est-ce qu'on a l'impression, et puisque c'était un peu la question qu'on essayait de poser ce matin, que c'est une crise politique? Ça, j'imagine que personne ne pourrait dire le contraire, mais est-ce que c'est une crise de régime? Est-ce que la Ve République est dans l'impasse? Est-ce qu'on est arrivé au bout de ce terrain de jeu, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, Marianne Cohandet? Effectivement, on a l'impression que cette crise politique est en train d'aboutir à une crise de régime. Et on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, parce que, effectivement, on voit bien que cette crise met en lumière ce problème majeur de dérive présidentialiste. Pourquoi? Parce que on a l'habitude en France de mettre au pouvoir pour 5 ans un président de la République qui est incontrôlable pendant 5 ans. Sauf manquement, acte manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On ne peut rien contre lui pendant 5 ans, alors que lui peut dissoudre, peut exercer des pouvoirs très importants. Donc il y a un vrai hiatus ici entre responsabilité et pouvoir. Kelsen disait: pas de responsabilité, pas de démocratie sans contrôle. La responsabilité des gouvernants est absolument cruciale. Or, celui qui gouverne chez nous, c'est celui qui est irresponsable, tandis que celui qui est responsable, le Premier ministre, est soumis le plus souvent, sauf cas de cohabitation, au président. Donc ce hiatus-là, il faudra le résoudre d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que si on a une crise de régime maintenant, dans une période où l'extrême droite a le vent en poupe, vers quoi va-t-on aller ? Si c'est changer de constitution pour adopter une constitution plus démocratique, pour démocratiser la 5e, formidable. Si c'est pour mettre les clés de la réforme dans les mains d'un parti dont les rapports avec la démocratie sont problématiques, ça peut être très ennuyeux. Et on l'a vu d'ailleurs dans la manière dont Madame Le Pen disait: ben oui, mais ils discutent, ça discrédite la fonction présidentielle. C'est très inquiétant comme discours. Ça montre que dans leur esprit, la discussion, c'est pas quelque chose de démocratique, alors que c'est au cœur même de l'idée démocratique. Marine Le Pen, qui n'était pas invitée hier car elle appelait à la dissolution et qui se tenait bien loin de Paris dans une mise en scène devant les caméras, évidemment pour montrer qu'elle était avec le peuple et avec les Français, et elle a répété effectivement ce discours-là. Et d'ailleurs, c'était quand même assez stupéfiant de voir toutes les chaînes d'information continue qui ont fait 3 heures de publicité gratuite à Madame Le Pen en la montrant en permanence discutant avec les pompiers, tandis que les négociations par lesquelles des partis essayaient de sauver la stabilité avaient l'air d'être tournées en dérision. Bastien François, pour conclure, vous employez l'expression crise de régime de votre côté ? Oui, je l'emploie, c'est-à-dire avec exactement la même dimension que vient d'énoncer Marianne Cohendet. On a un problème de blocage structurel de la capacité de gouverner au sommet de l'État, dans une situation où on voit le défaut majeur de la Ve République apparaître, qu'on connaissait, mais qu'on connaissait de façon un peu théorique, qui ne s'exprimait pas immédiatement dans le concret, c'est-à-dire ce hiatus entre pouvoir et responsabilité, dans une situation rendue extrêmement difficile, puisque le premier parti de France, quand même, le RN, a un rapport à l'état de droit assez problématique, ce qui fait que engager aujourd'hui une réforme des institutions, je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais engager aujourd'hui une réforme des institutions serait quand même prendre un grand risque pour la démocratie. C'est pour ça que moi je défends plutôt le passage par une transformation du mode de scrutin qui soit en capacité, lui, d'aider à l'émergence d'une nouvelle culture du compromis et de la coalition pour
construire petit à petit un chemin pour sortir de l'hyper-présidentialisme de la Ve République. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus ce matin pour nous éclairer sur cette crise politique, crise de régime. Donc sur France Culture, après la nomination hier à nouveau à Matignon de Sébastien Lecornu, Marianne Cohandé et Bastien François. Merci à tous les deux.